l'avez compris, c'est une semaine dense en termes d'actualité pour les investisseurs, avec à la fois la séquence de publication de résultats, deux grands secteurs à surveiller aux États-Unis. Vous l'avez compris, les GAFAM, bien sûr, traditionnellement les plus fortes pondérations de la bourse américaine, mais également le secteur pétrolier. Chevron et Exxon publieront les résultats ce vendredi. Le secteur pétrolier et le secteur de l'énergie au sens large, qui a été jusqu'à présent un des grands secteurs forts depuis plusieurs mois maintenant. Et puis sur le plan de la macroéconomie, là aussi, semaine intense avec, par exemple, les premières estimations de croissance qu'on aura pour les États-Unis et pour l'Europe sur le premier trimestre, avec une croissance américaine qui est attendue autour de 1% en termes de rythme trimestriel annualisé. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence pour évoquer la situation macro-américaine et parler de la Fed, bien sûr. Bonjour Thomas, vous êtes économiste senior en charge des États-Unis chez Pictet Wealth Management. Un mot quand même de ce chiffre de PIB qu'on attend. Voilà, je disais autour de 1% en rythme trimestriel annualisé. On vient de quasiment 7% sur le trimestre précédent. Qu'est-ce qu'il va falloir comprendre des dynamiques qui sont à l'œuvre à travers le premier trimestre et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, pour l'économie américaine? Oui, en termes d'activité, il faut autant regarder les créations d'emplois que le PIB. Le PIB ne reflète pas forcément toute la vigueur de l'économie américaine, parce qu'on aura donc un chiffre assez faible de seulement 1%. Néanmoins, qu'est-ce que ça dit sur l'économie américaine? En fait, on a une économie qui avait été impactée par le variant Omicron, notamment au mois de janvier. Il y a eu un rebond depuis lors, notamment dans l'activité des services. Donc la consommation des services a franchement rebondi. C'est pour ça que le deuxième trimestre devait être meilleur. Évidemment, nous, les économistes, on regardera les effets techniques, notamment liés au stock. Il y a un effet de stockage, de déstockage dans l'économie américaine et aussi lié au commerce international qui impacte beaucoup ces chiffres de PIB. Mais grosso modo, je pense qu'il faudra ignorer ces chiffres faibles du premier trimestre et insister sur le fait qu'il y a une vigueur sous-jacente de l'économie américaine. Néanmoins, maintenant, si on se projette dans le deuxième moitié de l'année, cette vigueur de l'économie américaine est appelée à s'affaiblir, puisqu'on a les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et on a aussi moins de soutien budgétaire et donc une économie qui va plutôt vers la faiblesse en deuxième moitié de l'année. Bon, même si, ça nous amène évidemment sur le terrain de la politique monétaire et de la Fed, même si à ce stade, le discours de la Réserve fédérale américaine reste toujours plus vigoureux. C'est un peu l'enseignement des multiples communications qu'on a pu avoir de la part des banquiers centraux la semaine dernière à Washington. Thomas, a commencé par Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine. Moi, je constate que le pricing de marché n'a cessé d'augmenter, avec l'idée même, alors c'était vendredi soir, chez les traders, qu'on pourrait avoir une séquence de 4 hausses de 50 points de base consécutives du côté de la Réserve fédérale américaine à partir du meeting de la semaine prochaine. Tout à fait, c'est un peu panique à bord à la Réserve fédérale. On regarde l'inflation. Ce qui est nouveau quelque part, c'est que l'inflation est de plus en plus broad-based, c'est-à-dire elle est vraiment répandue à travers de nombreux sous-indices de l'inflation. Et donc en fait, l'inflation se répand dans plusieurs catégories de consommation. Et je pense que c'est ça qui fait peur à la Réserve fédérale. Donc elle a peur notamment que l'inflation continue de se répandre, mais aussi qu'il y ait une boucle prix-salaire. Donc il faut agir vite et agir fort, et d'où en effet maintenant cette nouvelle rhétorique qu'il faut monter les taux de façon un peu plus accélérée, et notamment ce mot important de la Réserve fédérale, c'est front loading. Donc en fait on va concentrer les hausses de taux sur le très court terme. C'est un mot en français qu'on n'a pas vraiment d'ailleurs, mais voilà, je pense que ça en dit long. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que l'économie peut absorber vraiment toutes ces hausses de taux de 50 points de base? Moi, j'ai un doute, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'en effet, au prochain meeting, voilà, ils veulent remonter les taux de 50 points de base. Peut-être on a encore une hausse de 50 points de base par la suite, mais ça va être difficile de suivre ce rythme dans tous les prochains meetings. Je pense que d'ici l'été, on pourra avoir les premiers signaux de faiblesse de l'économie américaine, et en particulier dans le marché immobilier. Et ça pourrait mener, à mon avis, la Réserve fédérale à moduler un peu cette rhétorique qui est pour l'instant extrêmement hawkish. Comment est-ce que vous regardez, Thomas, alors du point de vue de l'économie américaine et du point de vue de la Réserve fédérale américaine, l'évolution de l'environnement global, à savoir les difficultés à venir encore peut-être pour l'économie européenne, avec évidemment une crise géopolitique qui frappe beaucoup plus durement certaines économies européennes, et puis surtout le sujet chinois. Et ça fait déjà un moment que vous alertez sur l'idée que ce qui vous inquiète le plus peut-être dans le paysage global macro de cette année,
l'année 2022, c'est la question chinoise. Et de ce point de vue-là, on n'est pas déçu. Je prends l'exemple juste de la devise chinoise. C'est vrai que de voir le yuan reculer de 2-3% en quelques jours, pour une devise qui est censée être contrôlée, on se dit qu'il y a quelques frictions là, qui commencent à apparaître. Oui, tout à fait. Pour revenir aux rencontres du FMI la semaine dernière, donc la croissance mondiale a été révisée à la baisse, donc à 3,6% pour la croissance mondiale cette année. D'ailleurs, c'est aussi 3,6% pour l'année suivante. En fait, donc on a des perspectives économiques mondiales qui s'affaiblissent, et notamment alors le FMI mettait plutôt l'accent sur l'Europe, évidemment les conséquences de la guerre en Europe de l'Est sur l'activité européenne, mais évidemment il y a cette grosse question chinoise, puisque quand même la tendance de ces dernières années, de cette dernière décennie, ça a été quand même la forte croissance chinoise, liée elle-même à une forte croissance de l'investissement en Chine, et on sent quand même qu'on arrive au bout d'un modèle en Chine, notamment que cette économie chinoise qui avait été aussi beaucoup tirée par la dette, on sent aussi que le gouvernement chinois a moins envie ou moins d'appétence pour du crédit supplémentaire ou pour du support budgétaire supplémentaire. Donc il y a aussi cette double question d'une économie qui ralentit, mais aussi de plans de soutien qui mettent du temps à se mettre en place, voire même qui ne pourraient ne pas arriver. Et en plus, cerise sur le gâteau, entre guillemets, il y a ce choc lié évidemment au Covid et à la gestion de la pandémie en Chine. Donc bref, beaucoup d'incertitudes sur cette économie chinoise qui a été un moteur de l'économie mondiale. Et en plus de ça, vous avez par zone un certain nombre d'incertitudes en Europe, en particulier liées à la fourniture énergétique russe, mais aussi aux États-Unis sur les conséquences des hausses de taux. Et est-ce que la Fed, la Réserve fédérale, n'en fait pas trop en termes de hausse de taux, et ça pourrait casser évidemment cette économie américaine qui reste très endettée au niveau privé, mais aussi au niveau fédéral. Bon, voilà pour les enjeux macroéconomiques du point de vue américain, évidemment, du point de vue global, mais du point de vue américain plus précisément. Thomas Koster qui était avec nous en visioconférence depuis Genève pour évoquer ces questions au démarrage d'une semaine intense, je le disais, que ce soit en termes de rythme de publication des résultats d'entreprise et puis en rythme de publication de nouvelles macroéconomiques. Le PIB américain sera publié ce jeudi à 14h30. Première estimation pour le premier trimestre, une croissance attendue en rythme trimestriel annualisé à 1% pour les États-Unis. Thomas Koster qui était avec nous en visioconférence, donc économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve évidemment à partir de 17h pour une heure complète d'émission en direct sur Bismart.